Et nous sommes en direct, nous sommes live, quel bonheur Benjamin. Comment vas-tu? Super bien Chantal, merci. Il fait froid, mais chaud dans les cœurs et chaud dans les wallets. Parfait, parfait. Et ben, ici, il fait chaud et chaud dans les cœurs Et chaud dans les et cœurs. chaud dans les wallets, absolument. Sauf que la finance internationale se porte très mal, hein. On voit les articles, de plus en plus fréquents sur, des tas de problèmes qui surviennent, aussi bien dans le monde de la crypto, hein, il y a les faillites en cascade, suite à tout ce qui s'est passé et FTX et compagnie et ensuite, on voit tout autant dans la finance internationale, bancaire, des mauvaises nouvelles. Attends là, j'en ai préparé une, pour la montrer. Bon, c'est même pas la peine que je l'affiche à l'écran, hein. Bah si quand même, c'est Reuters. Allez, je vais Si, 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 l'afficher. affiche, parce que Ouais, même moi, ouais, ouais. j'ai pas vu cette info. Que Ouais, la finance centralisée aille mal, oui, ça c'est sûr. ouais. Non, franchement, c'est un peu la galère. Est-ce que tu vois mon écran? Oui, oui, ça y est, ça s'affiche. The Future, oui, OK. Donc ça, c'est Reuters, et après il y a plein d'autres sites qui ont repris. Donc c'est les forex swap, c'est, une forme de dette. C'est une forme de dette que les entreprises ne peuvent pas mettre dans le bilan, dans la trésorerie, dans la comptabilité. Voilà, c'est le mot que je cherchais, comptabilité. Parce que la manière de calculer le montant que ça représente ne correspond pas aux règles de la comptabilité. Donc il y a comme ça des choses qui sont hors comptabilité, c'est de plus en plus fréquent et le BIS, c'est International, enfin c'est le la banque centrale des banques centrales, elle fait cette étude tous les 3 ans et là, elle dit: «Il y a 80 trillions de dettes, aveugles», dans le sens qu'elles ne figurent pas dans les bilans des entreprises. Et ça représente, attention, c'est pas 80 milliards, non, Ouais, c'est milliers de milliards ce truc-là. C'est juste, mais c'est monstrueux quoi. Et en fait, voilà, quand on lit l'article, eh ben ça fout vraiment la trouille quoi. Il y a des boîtes noires partout. Donc je vais arrêter le partage, voilà. mais c'est pas Et les on boîtes se noires. souvient Oui, de la et la donc chute des c'est des swaps. subprimes et tout ça, ils ont rien réparé quoi. Oui, c'est exactement ça. Depuis 2008, finalement, la finance n'a pas été stabilisée, n'a pas été. Parce que même ça part d'Obama, on sait tous que Obama a laissé faire, a continué. Finalement, il était président, il était à la Maison Blanche à l'époque, et on lui demandait, Ouais. ne serait-ce que de séparer les banques de dépôt des banques d'investissement, et il a rien fait. Il a laissé tout le monde en place finalement. Mais il y a trop d'intérêts, tout ça est tellement lié, la finance, la politique, le complexe militaro-industriel, c'est très très lié, et c'est ce qui fait tourner la machine finalement. Et puis c'est des Oui. cycles, hein, ce sont des cycles éternels. J'ai déjà, à mon âge, j'ai déjà connu, rends-toi compte, des crises financières déjà 1987. Après, il y a eu 1992, la guerre du Golfe, et puis 2001, le crack de la bulle Internet. Et puis 2008, et puis il y a eu avant le crack Covid, il y a eu aussi un crack je crois, en 2015-2016 sur les marchés asiatiques. Et puis ça continue, quoi. Ce sont des cycles de crack financiers parce que c'est toujours très Ouais, instable. ouais. Et pourquoi ça continue? À cause de la corruption. Franchement, il y a encore quelques années en arrière, moi j'étais, bisounours, mais non, ça va. Je veux dire, on n'est pas en Afrique noire ici, il y a quelques moutons noirs, mais la plupart ils sont OK. Et en fait, plus ça avance, plus je me rends compte que non, c'est pas, je me fais plus d'illusions. Et d'ailleurs là, il y a une autre annonce. Bah tiens, je vais repasser en passage d'écran. Il y a une autre annonce qui était absolument, catastrophique. Partager, boum. Alors ça, c'est dans Le Monde. La cour a détruit en un jour le résultat d'années de travail, stupeur dans la société civile après une décision judiciaire sur la transparence financière. Donc, c'était des registres des bénéficiaires effectifs des sociétés. Et donc, ça, c'était l'idéal pour lutter contre le crime financier, la corruption, etc. Et lorsque quelqu'un prétendait sur un plateau de téléjournal que telle et telle solution financière était parfaite ou que tel produit pharmaceutique était parfait, eh bien, on pouvait tout de suite voir, grâce à ce document, s'il y avait un conflit d'intérêts. Eh bien, ils viennent de décider que c'est illégal de le mettre à disposition du public. Et ça, c'est vraiment c'est stupéfiant, ce retour en arrière. Et bah, on se demande à qui ça profite. C'est Alors, c'est vraiment choquant.
Ça, Chantal, il y a eu un grand débat en France sur la protection des affaires. En fait, c'était pour faciliter le secret des affaires. Blablabla. Et c'était même, je me souviens, le premier mandat Macron en France où déjà c'était arrivé à l'Assemblée nationale qui était on doit pouvoir protéger le secret des affaires, entre guillemets. Ça veut donc dire protéger des secrets d'entreprise, en fait. Et donc, ça Mais veut dire je comprends que rendre plus Coca-Cola opaque. veut protéger la composition de sa pâte noire. OK, Mm, je comprends. Mais qui a reçu combien? Non. Ça, il faut pas tout mettre dans le même panier. Je comprends qu'une entreprise veut protéger ses secrets commerciaux. OK. Dans la supply chain que j'ai bien étudiée, pour, ADMCS, hein, à l'époque, quand j'écrivais leur white paper, et ben, j'ai bien compris qu'il y a énormément de concurrence parce qu'ils ont eu des très faibles marges et ils veulent pas que leurs concurrents sachent combien ils facturent pour quelles prestations, et cetera. Donc il y a beaucoup de secrets et de protection commerciale. Par contre, qui sont les bénéficiaires d'une société? C'est mm, autre chose. mm, mm. Oui, oui, alors je suis d'accord que la frontière est difficile à placer. Et puis moi, je reviens sur ton mot, le mot de corruption. Je Ouais, dirais pas ça, moi. Je dirais collusion. Parce qu'en fait, on s'aperçoit, et c'est dénoncé maintenant depuis quelques années en France, que les politiques travaillent dans les grandes entreprises travaillent pour les politiques, les deux travaillent main dans la main pour faire des lois, et à chaque fois, ils t'expliquent que c'est pour notre bonheur, c'est pour bien travailler. En fait, l'entreprise a besoin du politique, le politique a besoin de l'entreprise. Oui, effectivement, si les deux marchent de concert, effectivement, la société pourrait aller mieux, éventuellement, s'ils étaient animés mmh, de bonnes intentions, mais ils ne sont pas animés de bonnes intentions, ils sont animés surtout d'intentions de carrière. Et donc, on voit bien, je me souviens de Manuel Barroso, tu sais, José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, qui s'est retrouvé, à l'issue de son mandat, il s'est retrouvé embauché dans un grand fonds d'investissement, je ne sais plus si c'était BlackRock ou si c'était, je ne sais plus quel fonds d'investissement, qui était d'ailleurs à l'origine de la crise de 2008. Et je ne sais pas si tu te souviens à l'époque, quel est le message qui était envoyé à nous, la population, les citoyens, qui était de dire les mêmes qui nous ont mis dans la merde, vont recruter les politiques qui ont essayé d'éteindre l'incendie. Et donc, les deux se retrouvent dans les mêmes sociétés, les mêmes institutions. Donc, ouais, c'est une véritable collusion. ouais. Ils Et sont jugés partis. ils sont Mmh, jugés partis. Donc, c'est même plus, ouais, je dirais, c'est même plus de la corruption. C'est-à-dire qu'on n'essaye même pas d'amadouer un politique ou de payer un politique. Le politique est directement embauché par l'entreprise. ouais. Donc, il n'y a plus rien à dire, quoi. C'est comme ça. Mais là, au moins, c'est officiel. Il travaille pour telle entreprise et auparavant, Ouais. il a travaillé pour telle entreprise. Donc là, c'est visible. Le registre en question qu'ils viennent de rendre illégal, ça disait juste qui reçoit combien en bénéfices. Tu vois? C'est vraiment autre chose. Enfin bref, c'est très intéressant. C'est pour montrer qu'en fait, moi je me souviens à l'école, j'avais étudié la décadence de Rome et ce genre de trucs, on voit tout qui se dé en fait, quand on est dedans, on voit pas la différence d'un jour à l'autre. Mais quand dans le futur, quand ils étudieront cette période de l'histoire, je pense qu'ils vont bien s'amuser. Ah là là, Mais, on a une, mais remarque ici de oui, Alexis Moreno. La corruption est liée à des intérêts de classe. Une lecture marxiste est toujours utile pour comprendre la corruption. Alors là, je ne suis pas assez compétente en marxisme. Tu connais ça, toi, Benjamin? oui, c'est la lutte des classes. Alors, il faut toujours, c'est intéressant ce qu'il dit. Il faut aller toujours regarder la lutte des classes vue des riches. Tu prends par exemple Warren Buffett qui dit Mmh. la lutte des classes, non seulement elle existe, mais c'est ma classe qui va gagner, qui va la gagner. Ouais. Donc c'était une provocation évidemment, mais je pense que les milliardaires savent très bien qu'il y a effectivement peut-être pas une lutte des classes, j'en sais rien si les classes sont en lutte, mais évidemment qu'il y a des classes sociales, c'est-à-dire des niveaux de revenus, des niveaux de compétences et des niveaux de réseau surtout. C'est-à-dire qu'on voit bien maintenant comme les réseaux sont très clairs. Et si tu prends FTX, en fait, Sam Bankman-Fried sort du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui est vraiment la crème de la crème aux États-Unis. Et quand tu sors du MIT, tu Ouais. as livre ouvert, tu as agenda ouvert, tu peux toquer à la Maison Blanche, on va te recevoir. Parce qu'il y a un gars du MIT qui sera certainement à la Maison Blanche qui va dire, mais viens, tu es un collègue, tu as besoin de combien? 40 millions? Voilà 40 millions. On n'a même pas besoin de voir tes comptes parce que tu sors du MIT. Donc ça, c'est un phénomène de réseau, mais c'est pas nouveau, hein, ça fait très longtemps. Et voilà, tiens, il y a Avenue DeFi qui me dit Goldman Sachs, exactement. Donc Barroso est parti chez Goldman Sachs. Mais bon, pour revenir à la lecture de classe sociale, quand on parle d'une lecture marxiste, c'est effectivement une grille de lecture qui est
les classes sociales s'affrontent, les riches, les pauvres, la classe moyenne, etc. Et les riches vont faire en sorte qu'ils restent entre eux et que le système dure et se pérennise toujours entre eux. Donc il faut qu'ils se mettent au poste clé. Et c'est ce qui fait que Jean Castex, donc l'ancien Premier ministre de la France, dirige maintenant la RATP. Donc tous les anciens ministres, tous les anciens premiers ministres sont replacés dans les grandes entreprises. Et donc ils perpétuent le système. Et donc c'est une lecture, oui, qu'on peut dire marxiste, mais c'est une lecture tout simplement de caste, en fait. Alors en Inde, ils ont toujours les castes, hein, d'ailleurs. Et c'est un petit peu le même phénomène des castes sociales. Ils l'assument, ce qui est extrêmement choquant. Et nous, on ne l'assume pas. Mais maintenant, ils ne s'en cachent plus. Hein, c'est ce que tu disais. Maintenant, j'ai l'impression qu'aucun politique ne se cache de ses liens avec l'entreprise. Ouais. Et alors, comment éviter de reproduire ça dans la finance décentralisée? Alors, la finance décentralisée, c'est intéressant, ce sont des smart contracts, donc ce sont des logiciels qui gèrent Code l'argent. ISO. Il n'y a pas besoin de faire confiance parce qu'on vérifie. On vérifie dans le code. Exactement. Moi, je pense que tous les gens devraient s'intéresser à ce qui s'est passé avec Tornado Cash. J'ai lu il y a 3 jours, je pense que tu as dû avoir ça, qu'il y a eu un hack. Donc, quelqu'un a exploité un smart contract, parce qu'évidemment, un smart contract, c'est un logiciel. Un logiciel, c'est faillible. Et un hacker a exploité un logiciel, un smart contract, pour récupérer de la crypto. En fait, il a minté, c'était sur quel protocole, je ne me souviens plus. Il a récupéré, je crois que c'était sur la Binance Smart Chain. Il a pu minter énormément de tokens. Et puis, il a pu les emmener sur Tornado Cash. Et Tornado Cash, ça brouille les pistes. En fait, ça brouille la provenance des tokens. Et souvenez-vous, Tornado Cash, l'Amérique était tombée sur ce protocole et a mis en prison l'ingénieur en chef qui a codé Tornado Cash, parce qu'évidemment, beaucoup de détournements d'argent, beaucoup de mafias utilisaient ce protocole pour brouiller les pistes et revendre leurs tokens ou swapper leurs tokens de manière plus anonyme, avec des wallets, un système de wallet, etc. Bon, bref, donc je ne rentre pas dans le détail. Moi-même, je ne suis pas compétent pour comprendre comment tourne Tornado Cash. Et ce protocole continue. Et il n'y a aucun moyen pour les États de stopper Tornado Cash. C'est juste Ouais, sauf incroyable. qu'on l'utilise beaucoup moins, puisque les fonds qui sortent de Tornado Cash sont teintés et sont refusés par certains exchanges et par certains outils. Donc, il y a de moins en moins de gens qui utilisent Tornado Cash. Et donc, il y a des faibles volumes. Et donc, il est moins efficace pour protéger la privacy puisqu'il y a des faibles volumes. Par contre, il y a d'autres outils similaires qui sont tout aussi utiles et qui fonctionnent très bien. Là où c'est choquant, c'est que Sam de FTX n'est pas encore en prison, malgré tout ce qu'il a fait, et il a fait exprès, c'est du grand n'importe quoi. Et la directrice d'Alameda a été vue, j'ai vu la photo, elle a été vue à New York en train d'acheter un café dans un Starbucks ou un équivalent. Et ces deux-là ne sont pas encore en prison malgré tout ce qu'ils ont fait, alors que justement, un développeur de Tornado Cash, en quelques heures, il a été mis en prison, tu vois? Oui, parce Alors que lui, qu'il avait rien fait d'illégal, il avait juste publié du code open source qui ensuite avait été utilisé par des malfrats. Mais c'est comme s'il y a un meurtre, au couteau dans un bois et que tu vas punir celui qui a fabriqué le couteau. C'est débile. Enfin bref, oui, c'est débile. En fait, non, mais c'est un signal qui est envoyé, non, mais c'est un signal politique qui est envoyé. politique, ouais. Ouais, ouais. C'est un signal politique. Quand la Banque centrale, hier, enfin avant-hier, Christine Lagarde dit le Bitcoin, c'est la fin, ça va se terminer et tout. En fait, C'est qu'ils ont peur. c'est qu'ils ont peur parce que quel rapport a Bitcoin par rapport à la masse monétaire de l'euro? Franchement, c'est grotesque. Pourquoi Christine Lagarde est obsédée par le Bitcoin qui ne représente rien par rapport à l'euro, par rapport à la masse monétaire de l'euro? Rien Parce du qu'elle tout. sait que c'est une vraie concurrence. Elle sait que c'est une Ouais. concurrence terrible, qu'elle ne va pas pouvoir Mmh. contrôler le Bitcoin et elle ne pourra pas contrôler les smart contracts. Ouais. Et personne ne pourra les contrôler. Et c'est juste un changement, mais total de paradigme, de système. C'est incroyable ce qui va se passer dans les années qui viennent. Moi, je suis heureux de comprendre ce qui se passe et de vivre dans ce secteur parce qu'il va se passer des révolutions mais énormes, des révolutions politiques, sociales, économiques. Ça va être incroyable parce que la blockchain va changer. Après, on verra, ça va se recentraliser. Nul doute hein, que des acteurs vont centraliser ça. Hein. Par exemple, tu Mmh. prends AAV. Je sais pas, toi et moi, si aujourd'hui on devait, je dirais, avoir confiance dans un smart contract, ce qui est le cas, en tout cas me concernant, c'est effectivement AAV, c'est Oui, Curve, Curve, ouais. c'est effectivement PancakeSwap, disons tout ce qui est un peu sur la Binance Smart Chain
Parce Ah que oui, attends, malgré j'ai tout, une image intéressante à ouais, ce sujet que j'ai montrée justement hier dans mon groupe privé Telegram. Attends, justement, bah, ça tombe bien que tu parles de AAV, de Curve. Et il y a Uniswap aussi qui est très ouais. décentralisé. Voilà, très bien. Alors, je vais partager ça, présenter, partager, tac. Voilà, et c'était ici. Voilà. Donc ici, c'est la résilience. Donc à gauche, c'est ceux qui sont le plus centralisés. En l'occurrence, c'est l'USDC, hein, le stablecoin USDC. Il est complètement censurable. Ensuite, plus on va vers la droite, plus c'est décentralisé. Ça ne veut pas dire que c'est des tokens qui vont monter en prix, pas forcément, mais ça veut dire qu'ils sont solides et indestructibles en fait. Plus c'est à droite, plus c'est résilient, résistant à un désastre. Voilà. Donc à droite, on voit qu'on a Curve et Uniswap. Et puis il y a tous les intermédiaires. Est-ce que ils peuvent subir telle et telle attaque ou telle et telle censure Donc ça, c'est une image qui est très intéressante qui a été faite par Token Brice. Et C'est un YouTuber que j'aime beaucoup d'ailleurs, Token Brice. ah, faut que j'aille voir. Ouais. Faut que j'aille Tiens, voir. tu vois, tu Là parlais du là, du coup, moteur, regarde, j'aurais montré ça. Regarde, ouais. l'imprimante qui imprime de l'argent, donc ça, c'est la finance classique bancaire. Brrr, voilà, ils impriment, c'est voilà, le joke habituel, hein. Puis ils injectent ça dans l'économie. Vous voyez, à droite, il y a tous les billets qui tombent dans la voilà, et puis là, ça prend feu et puis à la fin, voilà, c'est la faute des Russes, ici, on voit, à gauche, c'est transitoire ou l'inflation est bonne pour vous, ah, c'est à cause du virus qui a fait ça, et cetera. Alors voilà, je me suis bien amusée à leur montrer ça. Alors, je vais arrêter le partage. C'était pour montrer la différence entre centralisé et décentralisé, pour ajouter une note d'humour. Ouais, ouais, Ouais. mais c'est dingue parce que la blockchain nous ouvre nos chakras en fait et nous explique que parce que nous on a vécu toi et moi dans un monde centralisé qui était la seule alternative. En fait, à Ouais. aucun moment on pouvait imaginer, ne serait-ce que même du cash digital. Quand je repense à ce white paper de Satoshi Nakamoto, dont le titre c'est du cash digital, Bitcoin, Ouais. une expérience de cash digital. Je me dis d'avoir du cash dans sa poche, mais de manière digitale, c'est juste incroyable comme concept. Et donc, ça nous explique que finalement, la centralisation, c'est pas la seule et ultime possibilité. Il y en a d'autres qu'on doit explorer, etc. Mais tu vois, tu parlais tout à l'heure dans Token Breeze, il y avait le DAI qui est un stablecoin algorithmique qui est créé à l'origine par MakerDAO, qui est une DAO qui crée ce stablecoin. Tu Mmh. sais, la Société Générale a expérimenté ce protocole, donc officiellement, et ils ont fait un emprunt en DAI. Alors c'est quelques millions, hein, mais je suis allé écouter une vidéo du patron de Forge. Alors Forge, c'est la spin-off de la Société Générale qui expérimente les stablecoins. Il disait qu'en Mmh. fait, ils vont aller à fond dans les smart contracts parce que ça fluidifie les swaps, ça fluidifie tous les produits financiers et ils y croient, mais à mort, quoi. Alors évidemment, Ouais. lui, il y croit, mais il va centraliser le smart contract. Ça va être le smart contract de Société Générale. Mais ce que je veux dire, au moins, Ouais. les gens pourront expérimenter ce que ça veut dire qu'un smart contract. Et à terme, je pense qu'après, on pourra sortir de la banque et expérimenter des choses beaucoup plus décentralisées. C'est ça que j'essaye de faire passer comme message. Quoi. Il va falloir expérimenter maintenant. Oui, alors le grand public va plus rien comprendre. On va lui parler de blockchain au sujet de quelque chose qui est complètement liberticide, c'est-à-dire les Mm. CBDC. Mais en même temps, ça va amener beaucoup de capitaux dans l'écosystème pour faire avancer la technologie. Et au final, je pense que ça sera positif. Oui, tu as D'ailleurs, raison. le DAI, tu as vu que le DAI, là, il n'était pas à droite, hein. Et parce que le DAI, il a changé. Au tout début, le DAI ne contenait que de l'Ethereum. Ouais, Maintenant, le DAI contient énormément d'USDC pour le stabiliser, parce que ça ne ouais, suffisait pas pour le moment avec Ethereum. Peut-être quand ouais. il sera plus gros, il pourra se. D'ailleurs, petit à petit, avec le temps, il réduit la quantité d'USDC en pourcentage. Mais malheureusement, le DAI n'est plus aussi décentralisé que l'idéal qu'on en avait au début. Ouais, c'est vrai. Ouais. Yes. Autrement, tu parlais de hacks tout à l'heure. Je voulais partager une nouvelle ressource pour les hacks qui est vraiment sympa, puisqu'on parlait à la fin du dernier live, on parlait de sécurité. Voilà, les hacks ici. Tu vois mon écran? C'est sur DeFi Oui, très Lama. bien. Très bien. OK, donc dans la marge de gauche de DeFi Lama, il est apparu hack et ben là, on a la liste des hacks. Il y en a plein, hein. Bah, c'est normal, hein, et s'ils étaient aussi transparents que ça dans la finance classique, je peux te dire, il y en aurait encore beaucoup plus que ça. Exactement, exactement.
Donc là, au moins, on sait ce qui s'est passé, pour combien de temps. Est-ce que c'est un hack, voilà, d'infrastructure? Rug pull, c'est quelqu'un qui est parti avec la caisse. Comment ils ont fait? Ils ont vidé les contrats et puis, si on clique, eh bien, il y a le lien vers, l'information qui explique les détails. Voilà, donc si tout d'un coup vous vous intéressez à une crypto puis que vous dites: «Est-ce que c'est sérieux?» Ou alors vous voyez sur une courbe que le prix d'une crypto est descendu brusquement, regardez si elle est dans cette liste et vous comprendrez pourquoi son prix a chuté. Alors après, à chaque fois, Chantal, c'est bien que tu montres ça. Il faut aussi relativiser. Il faut dire que donc l'argent qui est volé par des smart contracts défaillants ou par des hacks de smart contracts, c'est 1%. Alors, j'ai pas le nombre de pourcentage en tête, mais quelques, Minuscule. c'est minuscule par rapport à ce qu'on appelle la TVL, c'est la Total Value Locked, c'est-à-dire la quantité d'argent aujourd'hui phénoménale qui est placée dans la finance décentralisée, hein, qui est vraiment phénoménale. Là, on parle de dizaines de milliards. Et donc, effectivement, à chaque fois, il y a quelques millions, quelques dizaines de millions qui sont volés par-ci, par-là. Mais par rapport, c'est pas pour minimiser, hein, il y a des risques. D'ailleurs, ça vous rappelle, piqûre de rappel, il y a des risques dans tout ce qu'on fait en digital. Mais ce sont des risques, mais quantifiables, mesurables et que l'on peut considérer comme acceptables à partir du moment où on a des stratégies d'investissement, où on n'investit pas l'argent dont on a besoin pour remplir le frigo et amener ses enfants à l'école, surtout pas. Donc, il faut quantifier les risques, mesurer les risques. Et à part ça, il y a beaucoup de protocoles qui vont très bien et qui rapportent du rendement. C'est ce qu'il faut dire aussi. Mais sachez que moi, j'aime beaucoup cette transparence dont tu parles. Par exemple, beaucoup de protocoles font appel, ça s'appelle des bug bounty. Ils font appel à des white hats, donc des white hat hackers. Donc, ce sont des hackers bienveillants qui vont aller repérer des failles, alerter le protocole en disant là, il y a des failles, et ils reçoivent des récompenses, parfois 100 000 dollars, 500 000 dollars, etc. Mais ils ont identifié les failles et au lieu de voler l'argent, voler les tokens, ils avertissent le protocole. Donc j'aime bien l'idée de cet écosystème qui se met en place et qui est très transparent. C'est ce que tu dis, hein, les hacks sont Ouais. visibles. D'ailleurs, tu peux aller voir Rect. Tu sais Tu vois le. là, Immunofi, tu le vois? Oui, oui. C'est, le plus connu parmi ceux qui font des bug bounty. C'est très Ah ouais. pratique pour un projet de pouvoir, automatiser ça et l'avantage avec Immunofi, c'est qu'il s'adresse à tous les, gentils hackers du monde. Tandis que si un projet fait ça en vase clos avec les gens qui sont dans son Discord, par exemple, eh ben, il a accès à beaucoup moins de jus de cerveau, tu vois? Et donc, Immunofi, c'est un endroit où on peut automatiser ça, on peut mettre l'argent, on dépose l'argent en garantie, hein, les fonds, des récompenses pour les hackers blancs, hein, les gentils hackers. On les dépose ici en récompense et puis, Immunofi, permettent, bah, de vérifier, évidemment, c'est dans un smart contract, on peut tout aller vérifier sur la blockchain. Et on a les règles, on a le programme, on a les délais, on a, quel niveau de récompense on reçoit pour quel type de bug et là, franchement, ceux qui sont développeurs, ils peuvent se faire beaucoup d'argent s'ils connaissent. Donc il y a plein de Excellent. sortes de bugs différents, de récompenses différentes. Voilà où est le code qu'il faut vérifier pour chercher les bugs et voilà, c'est très bien organisé et l'avantage avec Immunofi, c'est qu'on est sûr qu'on sera payé quand on est développeur et l'avantage pour un projet avec Immunofi, c'est qu'une fois qu'on a lancé le truc eh bien, on n'a pas besoin de s'en occuper en détail et on trouvera grâce à Immunofi plein de gentils hackers, c'est-à-dire plein de jus de cerveau dans le monde entier qui va travailler pour nous aider à trouver les failles. Donc ça, c'est un truc qui marche bien. Il est canon ce site, je ne connaissais pas. Merci. Excellent. Oh, c'est juste l'un d'entre eux. Attends, je vais te montrer. Alors attends, je vais te montrer encore mieux si tu connais pas. C'est serre.live. Ouais. Serre.live, parce qu'il y a juste une colonne là-dedans, Non, mais moi, présenter, j'apprends tous les jours dans la DeFi, j'apprends tous partage les jours. ouais, moi aussi j'apprends des tas de choses. D'ailleurs, quand je discute avec toi, Benjamin, j'apprends aussi plein de choses. Alors voilà, donc CER.live, ça appartient à Certic, mais il recense des informations qui ne sont pas seulement celles de Certic. Quand on arrive, on est sur les exchanges, qui est très intéressant, mais en l'occurrence, moi, je voulais parler des crypto-monnaies. Donc là, je clique en haut sur cryptocurrency et là, on est sur la sécurité des crypto-monnaies.
D'ailleurs, ça tombe bien, hein, puisque, monsieur hier, la dernière fois, on parlait justement en page 14 de ton PDF de la cybersécurité. Donc on est toujours dans la ligne de notre fil rouge. Alors donc je disais cer.live, cliquez sur cryptocurrency et là, les bug bounty, c'est 3 colonnes avant la fin, hein. Vous voyez là, ici à droite et bon, les meilleurs sont en haut, hein, les plus sécures, ceux qui ont la meilleure note, mais après si on descend un peu, on voit un peu plus de choix et donc si on clique, on arrive sur différentes solutions. Immunefi n'est que l'un d'entre eux. Si je clique là, par exemple, c'est Immunefi, mais si je clique, celui d'en dessus, c'est pas Immunefi. Tu vois, il y a des concurrents naturellement. Ça, c'est HackerOne. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant pour aller guigner, les différentes solutions. Si, pour notre audience, s'il y en a certains parmi vous qui ont un projet ou qui ont envie de monter un projet, explorez cette page en détail pour voir les bonnes pratiques, pour voir les outils. Nous avons aussi ici évidemment les audits, hein, cliquables et il y en a plusieurs, hein, généralement. Est-ce que l'audit est pertinent, ou complet? Les plateformes auditées, le market cap, les bug bounty et ça, c'est les assurances parce qu'il y a encore moyen d'avoir, des assurances au cas de hack du smart contract. On peut soit le prendre dans la finance décentralisée, par exemple avec Nexus en tant que moi, investisseur, je mets des fonds en liquidité et je me couvre moi-même avec une assurance pour mon montant à tel endroit. Mais il y a aussi des projets qui couvrent leur trésorerie ou leur capital ou leur smart contract avec des assurances en tout genre. Au début, c'était très dur de trouver des assurances. Maintenant, ça commence à se trouver. Et donc, si vous cliquez là-dessus, vous pouvez voir ce qu'ils ont prévu. Et la toute dernière à droite, c'est est-ce qu'il y a eu des incidents ou pas? Et quand il y a du rouge, c'est qu'il y a eu au moins un incident. Et à ce moment-là, on peut le retrouver dans la liste des hacks que je viens de montrer. Voilà. Et puis, je t'ai envoyé le site Rect, rect.info, rect.news, Mhm. Mhm. qui est la référence en termes d'informations sur les derniers hacks de la finance décentralisée, qui est fait par, vous voyez, la transparence, c'est ça. Derrière Rect, il y a Julien Bouteloup, qui est une espèce de prince de la finance décentralisée depuis longtemps. Il a plusieurs protocoles, notamment StakeDAO. Et vous voyez comme il est fier de dire, nous, on affiche tous les problèmes de la finance décentralisée, on veut que les gens soient au courant. Et plus vous êtes au courant de ça, plus vous investirez dans la DeFi en confiance, ou en tout cas avec toutes les informations en votre possession. Et voilà, donc tous les jours, il y a, alors c'est pas tous les jours, il n'y a pas des hacks tous les jours, mais disons régulièrement, il y a des alertes sur un smart contract mal audité ou défaillant, ou on a perçu une faille, etc. Donc, Excellent. ouais, donc c'est un système, mais il faut imaginer, on est des pionniers là, on est juste quelques milliers en Europe à parler de ça, Chantal et moi. Et vous tous qui nous écoutez, on est vraiment des pionniers, on est au tout début. Imaginez que le protocole Curve, enfin, la DeFi a commencé il y a 2 ans. C'est le fameux DeFi Summer l'été 2020. C'est rien du tout. Imaginez un système financier qui n'a que 2 ans. Bon. Et pourtant, aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de milliards d'argent, de dollars qui sont bloqués dans ces protocoles parce que tout le monde veut expérimenter, parce qu'il y a une richesse là-dedans qui va être assez impressionnante. Donc tu vois, j'aimerais juste j'ai découvert une application qui s'appelle Yuzu, YUZU, que je ne connais pas. Oui, c'est Qui un ont- YouTuber que j'aime beaucoup qui a lancé Ouais, ça pour. exactement. Ouais. Par contre, Attends, il n'est pas custody? Il n'est Il, pas il custody, hein. Il me semble que j'ai entendu dire ça, qu'il n'est pas custody. Ça veut dire que chaque investisseur garde ses propres fonds ouais, en fait, oui, avec ça peut dans son propre Stanislas. wallet. Ouais. À Non, non, creuser. Je l'ai entendu, mais j'ai pas encore été. non, non, moi, ce que Tu- j'ai compris, c'est qu'il fait, c'est un vrai centraliste, enfin, c'est un tiers de confiance. Donc lui, Ok. il prend ton argent euro, ton argent fiat, mais il Hmm. t'explique ce qu'il fait derrière. Il le transforme en stablecoin et il place dans des protocoles DeFi tes stablecoins. Et il te D'accord. parle d'un rendement de 6% constaté. Alors évidemment, il ne va pas le signer que c'est 6%, mais depuis un an, il constate que c'est 6%. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous commencez à comprendre la DeFi, vous pourriez faire comme lui, en fait. C'est-à-dire que Surtout il progressivement, prend forcément un pourcentage. Donc lui, il fait prend plus un que 6%. pourcentage. Il fait plus que 6%, évidemment. Mais Il doit payer des développeurs et tout ça. ce que je veux dire par là, c'est Chantal, toi et moi, par exemple. Voilà, toi et moi, Chantal, on est juste des particuliers aujourd'hui. On Ouais. pourrait tout à fait monter une banque, en fait, monter un service d'investissement
qui dit si vous n'avez pas envie de vous embêter avec la DeFi, nous, on peut placer votre argent en DeFi. Avec, il faut une régulation AMF. Donc, eux, ils sont régulés par l'AMF, ils ont un agrément. Ils sont aussi PSAN, prestataire de services d'actifs numériques. Et mon message, c'est quoi? C'est avec la DeFi, soit vous le faites vous-même, et ça, c'est parfait, c'est encore mieux, c'est ce qu'on vous incite à faire. En tout cas, comprenez les mécanismes. Soit il va y avoir des milliers d'entreprises qui vont vous proposer des placements. Et ce sera plus 5 banques en Europe, 5 banques, qui vont éternellement vous proposer les mêmes placements, et eux vont prendre la grosse part du gâteau et vous laisser des miettes. Et donc, progressivement, dans les années qui vont venir, des milliers de petites startups vont vous proposer des placements. Et moi, je trouve ça bien. Après, il y aura certainement des arnaques, il y aura certainement des problèmes, évidemment. Mais au moins, les citoyens auront un choix incroyable pour des placements. Ce qui aujourd'hui n'est Mmh. pas le cas. Et c'est, à mon avis, ça que va apporter la DeFi, entre autres. Mais nous, on vous incite à creuser par vous-même et à faire vos propres placements en DeFi si vous en avez le temps, l'occasion, l'énergie, etc. Mmh. Bonjour Savata, merci pour ton message, ça fait plaisir. Ouais, merci. Et je Euh, vois aussi, dans les discussions, est-ce vrai que, Sam Bankman-Fried de FTX a financé la campagne de Joe Biden? J'ai entendu plein de trucs comme ça. Après, je vois dans les discussions qu'il y a des choses avec l'Ukraine aussi et oui, une ça c'est boucle. public. Oui, Il a j'ai financé déjà entendu ça, mais en fait, j'ai pas été vérifiée, donc je veux pas en parler parce que je l'ai pas vérifié et puis finalement, je m'en fous. Oui, oui, Je mais m'en fous. Tu sais, il y a un moment, j'en ai marre de regarder l'incendie, j'ai envie de regarder ceux qui construisent le monde de demain. ouais, mais comprendre que oui, on s'en fout s'il a financé. Alors, c'est paru dans les journaux. Moi non plus, j'ai pas fait mes recherches, mais ça ne m'étonne pas. Je sais très bien que le Parti démocrate, alors surtout aux États-Unis, où financer un parti, c'est libre. N'importe quelle entreprise, avant c'était IBM, tu te souviens, puis après c'est Facebook qui a financé les campagnes, et puis après c'est Google. La Silicon Valley finance la politique américaine de manière totalement libre et transparente. C'est autorisé par la loi. Tu peux donner tout ce que tu veux. En France, par exemple, je sais que c'est plafonné à 7 500 euros pour un particulier ou pour une entreprise pour financer un candidat à l'élection présidentielle. Mais bon, Mmh. derrière, on sait très bien que les candidats se font financer quand ils font des meetings, tout ça est financé par des entreprises, etc. Bon, bref. C'est une fois de plus la collusion, mais elle existe de tout temps. Il ne s'agit pas de lutter contre ça. Il s'agit, nous, à notre petit niveau, de vous dire tout ça est plus ou moins manipulé. Ne vous laissez pas manipuler, effectivement, par les médias, les politiques, etc. Et on a besoin d'eux, parce que sinon c'est le chaos, et on ne veut pas le chaos. Mais ne nous laissons pas manipuler, essayons de lire entre les lignes, et nous d'essayer de hacker le système pour nous aussi pouvoir, je dirais, retirer les marrons du feu, c'est-à-dire nous aussi pouvoir faire fructifier notre argent, pouvoir s'en sortir dans cette société qui est de plus en plus difficile. Et pour s'en sortir, il faut comprendre comment fonctionnent les mécanismes. Et Et après, pour ça, si il vous faites de faut l'argent, faire tant mieux. l'effort d'être notre Mais, propre banque. Et pour ça, il faut ouais, savoir manipuler un wallet. Et ouais. pour ça, là, je vais en profiter pour parler justement de ta, formation. Voilà. Donc, donc je précise pour les C'est un nouveaux venus, workshop. c'est un workshop, pardon, voilà, pendant 1 heure et demie, le 15 décembre et Benjamin, fait un workshop justement sur comment on utilise un wallet, comment on se protège, comment on peut être notre propre, banque et voilà les points qui sont, abordés. Donc voilà, si ça vous intéresse de récupérer votre liberté quelque part, eh bien, c'est une bonne idée d'aller suivre ce wallet. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce workshop? Ouais, j'explique de manière très simple. Il faut bien expliquer, je ne suis pas un geek, je pense que vous l'avez compris. J'ai même plutôt une culture artistique, mais je suis plongé là-dedans depuis 4 ans et j'ai compris les grands mécanismes, les grands phénomènes de la blockchain et du wallet, du portefeuille digital, qui est un concept extrêmement intéressant, extrêmement nouveau. Et quand on comprend ça, quand on comprend le principe des clés privées, de la crypto-monnaie, des exchanges et de la blockchain, alors ça donne une perspective incroyable sur la structuration du système financier traditionnel et le nouveau système financier qui se met en place de manière décentralisée. On comprend tout, on comprend ce que les banques centrales veulent faire avec les CBDC, donc les monnaies numériques de banque centrale. On comprend ce que les blockchains veulent faire avec la crypto. On comprend ce que les protocoles DeFi veulent faire. On comprend tout, en fait.
Mais il suffit au moins d'avoir une vision globale. Et c'est ce que j'essaye d'amener dans ce workshop. Je le fais en direct pour que vous me posiez vraiment vos questions en direct. C'est pas du tout enregistré. Et je le fais un peu pas à pas. Et je démystifie l'exchange, je démystifie le transfert de crypto entre Binance et MetaMask ou entre Binance et votre ledger. J'explique ça tranquillement, calmement, avec des mots très très simples, parce qu'il n'est absolument pas nécessaire de connaître la technique pour comprendre ce qui se passe. Il faut comprendre le mécanisme et avoir une vue globale. Donc c'est ça que j'explique. Donc C'est ouais, vous parfait. retrouvez Hein. ça. Moi, quand je conduis ma voiture, je ne sais pas comment marche le moteur, mais il faut que je Ouais, sois bonne conductrice. Voilà, c'est exactement ça. Donc ouais. moi, j'adore En ce genre de rentrant du cours que tu donnes parce que ça correspond à un vrai besoin dans le public. ouais. Ouais, donc on trouve ça sur NFT Business / Workshop Wallet. Donc, ou Oui, sur et j'ai NFT. mis le lien dans la description. Je l'ai déjà mis. Donc, Ok. vous pouvez le mettre, vous pouvez cliquer dessus dans la description et je le mets aussi ici, là, CTRL V, Enter. Voilà, comme ça, vous l'avez Ouais, c'est dans super. les, Et les pour finir, commentaires. tu vois, Chantal, comme quand on comprend bien, comme toi et moi, on comprend, alors on a moins peur des hacks. On a moins peur des news qui nous arrivent dans tous les sens. On a moins peur du bear market. En fait, on commence à maîtriser son destin. C'est exactement comme un banquier qui, lui, vous avez remarqué, les gens autour de vous qui sont un peu banquiers ou dans la finance, ils sont pas du tout inquiets de l'avenir. On a l'impression qu'ils ont même une certaine sérénité en se disant, mais nous, quelque part, on sait que ça va se retourner, on sait qu'il y a des cycles, on sait qu'il y a moyen d'échapper aux problèmes, etc. Tu vois, quand on a la connaissance, on est moins inquiet, en fait. On maîtrise Ouais. son destin. Et c'est ça que nous, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie d'amener, mais toi aussi, Chantal. Je sais que tu veux Oui. transmettre ta connaissance parce que tu veux aider les gens. Voilà. Mais oui, bah, les gens qui sont inquiets, je leur dis: «Regardez la courbe de Bitcoin sur 5 ans». Ouais. Attends, je vais passer en partage d'écran, et regardez où on est en ce moment dans le cycle et on sait qu'est-ce qui est probable qui va se passer. OK, donc si on regarde ici, toute cette période ici en bas, attends, je vais passer en jaune, ce sera plus facile à voir. Bah, on est dans cette période-là, hein, on est dans cette période. On a fait la grande chute, OK, c'est la galère, on a vécu ça, c'est l'équivalent de ça. Maintenant, on est dans la partie basse là, donc c'est la période idéale pour faire des achats en OTC, pardon, pas en OTC, en DCA, un petit peu chaque semaine ou un petit peu chaque mois. Et en fait, là, on a l'impression que, ben, toute cette période-là, elle est voilà, bon, c'était un peu calme, mais bon, c'était ceux qui ont acheté à cette période, ils ont eu raison. Mais ceux qui ont acheté là et qui ensuite ont vu cette chute, on ne se rend pas compte, mais elle était monstrueuse cette chute. Regarde là, cette chute, elle était absolument monstrueuse quand on l'a vécue. Mais qu'ils aient acheté là ou qu'ils aient acheté là, de toute façon, ils ont eu raison d'acheter. Parce que quand on a la vue d'ensemble des cycles, on se dit: «OK, ben voilà, on va pas paniquer». Tu as raison parce que ça s'appelle, oui, des vues algorithmiques, en fait. C'est vrai que passer de 5 000 $ à 100 $, c'est une perte, donc c'est une chute de 95%. Et aujourd'hui, on vit des chutes de 80%. Et en fait, on est loin encore des chutes de 95% qu'ont connu les bitcoiners à l'époque. Alors nous, on a connu sur des altcoins, on a connu moins 95%, quasiment sur tous les altcoins. Mais Mmh. moi, je dirais Plus que c'est petit, la plus c'est hausse, volatile, hein. oui, c'est ça, plus c'est petit, et puis comme on dit, c'est-à-dire que si le projet est bon, ce qui est génial, c'est de se dire si le projet est bon, bah, évidemment qu'il va revenir à l'époque à son ATH, à son all-time high, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y revienne pas. Après, est-ce que c'est dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans? Ça, personne ne le sait, et nous, on ne va pas le prédire. Mais en revanche, ça reviendra. Et moi, je vous dirais, si ça revient que dans 2 ans, mais qu'est-ce que c'est 2 ans dans la vie humaine? C'est rien du tout. Qu'est-ce que c'est 2 ans dans une perspective d'investissement sur 10 ans, par exemple, qui est notre cas, enfin qui est mon cas. Moi, si dans 10 ans, j'ai un multiple de x5, par exemple, et moi j'ai réussi mon investissement, c'est juste incroyable. C'est juste dans l'histoire de l'investissement, ça n'existe pas de faire x5 en 10 ans. Alors que sur les cryptos, ça va être très facile, en fait, a priori. Mais en fait, ouais, ben, moi, j'ai lancé la formation Crypto Expert, c'était fin 2020. Donc là, on était vraiment, dans la grande montée et ben, tout ce qu'on achetait, ça faisait fois 20.
Ouais, C'était les doigts dans le nez, quoi, vraiment. Bah, surtout ouais, que je savais quoi acheter, hein, parce que moi, ça fait depuis 5 ans et demi que je suis dessus jour et nuit, donc et là, tu as l'impression que tu es le roi du monde. Tu as l'impression que tu peux acheter n'importe quoi, ça va faire que de monter et ouais, tout le monde est le roi du pétrole, en ces périodes-là. Puis après, quand ça se casse la gueule, on se dit: «Non, non, mais ça va continuer à monter, c'est ouais, juste un petit rebond là». Ouais, non, non, mais après c'est un peu ouais, plus compliqué, surtout pour ceux qui l'ont vécu, pour la première fois. ouais. Ouais. Mais en plus, Yes. les fondamentaux sont très bons. Je veux dire, par rapport au bear market de 2018, où vraiment tout le monde pensait que c'était mort parce que il n'y avait pas d'entreprise qui achetait du Bitcoin, il n'y avait pas Tesla qui plaçait sa trésorerie en Bitcoin, il n'y avait pas des grosses boîtes, il n'y avait pas BlackRock qui proposait des fonds, il n'y avait pas d'ETF, Bitcoin, etc. Il n'y avait rien, quoi. On pouvait vraiment Mmh. imaginer que ça allait s'arrêter. Alors qu'aujourd'hui, mais Instagram a lancé les NFT sur Polygon. Sur Instagram, c'est 2 milliards d'utilisateurs. Ouais. Aujourd'hui, là, j'ai entendu que là, c'est Peugeot qui vient de sortir ses NFT. Donc, il y a Nike qui a sorti les NFT. Toutes les grandes marques sortent des NFT. Les NFT, attention, c'est très intéressant, les NFT, parce que n'oubliez pas, les NFT, ça se paye en crypto-monnaie. Ça veut donc dire que, comme par hasard, quand Instagram lance des NFT sur Instagram, sur Polygon, le Matic a pris 30%, 40%. Parce Et qu'évidemment, tout Flow va aussi, se payer avec des Matic derrière, pas que Matic, hein, ils en ont 4. sur Polygon. Instagram, ils ont annoncé, 4, écosystèmes. Il y avait, si je me rappelle bien, Ethereum, Matic, Polygon Matic, Flow et un dernier. Hem, Ça va me revenir. Oui, tu as raison, il y a Celui plusieurs que systèmes. Ouais. Euh, Donc il y a mais je pense aussi, que c'est bien, il en faut plusieurs. Il faut franchement, ils ont pas les mêmes use cases, donc c'est vraiment utile. ouais. Typiquement, si je vends quelque chose de très cher, comme un, je sais pas, un terrain, de métaverse, je le ferai sur Ethereum, je vais pas aller le faire sur Polygon. Si je vends un petit truc à 2 bah, j'ai pas envie de payer les frais de transaction, je vais aller le faire sur Polygon. Donc c'est complémentaire, on a besoin d'en avoir plusieurs. Oui, et puis tu me fais penser, il y a Instagram qui va travailler avec Arweave pour placer, donc C'est qui? c'est un réseau Stocker les décentralisé documents? de stockage de données, donc toutes les photos et les Ouais. vidéos, enfin tous les fichiers digitaux vont être placés sur Arweave, qui va être en lien avec le smart contract du NFT. Et d'un seul coup, le token Arweave a évidemment connu une hausse assez impressionnante. Et alors moi, nous, on connaît bien IPFS, Interplanetary File System, qui est utilisé par OpenSea et par beaucoup de plateformes NFT, qui sont aussi des systèmes, ça je vous encourage à aller checker, c'est vraiment impressionnant. Ce sont donc des systèmes décentralisés qui marchent un peu comme les blockchains pour stocker des fichiers de manière décentralisée et de manière réplicable, un peu distribuée, pour que ces fichiers restent pour l'éternité en fait. Parce qu'évidemment, l'idée d'un NFT, c'est qu'il reste de manière éternelle sur la blockchain et que le fichier soit aussi éternellement stocké. Et puis il y a Sovata, qui est très bien, qui me dit Benjamin a voulu dire vue logarithmique au lieu de vue algorithmique. Oui, bien sûr, j'ai mélangé Ouais. l'algorithme et le logarithme. Excellent, excellent. Mais bon, à ce moment-là, moi, j'affichais une vue, linéaire. Ce n'était pas, Là, ta vue était linéaire. logarithmique à ce moment-là. Mais effectivement, c'est bien que Sovata ait corrigé. Là, je voulais juste, partager la news dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a Ethereum, Polygon, Solana et Flow. Voilà, c'était Solana dont je me rappelais plus. Mais c'était avant la chute de FTX, donc Solana en a pris un coup depuis la chute de FTX. Mais je pense que Solana va bien s'en sortir parce que, ils ont énormément de développeurs. C'est la deuxième plus grosse communauté de développeurs après Ethereum. Donc j'espère pour eux, qu'ils vont bien rebondir après tout ça, quoi. Ah, c'est bien que tu dis ça, oui. Donc c'est la deuxième plus grosse communauté de développeurs, Solana. Après Ethereum, mais loin derrière. Ethereum est loin devant tout le monde, hein. Toi, tu as du Solana dans ton portefeuille? J'ai jamais aimé Solana. J'ai jamais fait une seule transaction sur FTX. Pour moi, c'est la VC chain, tu sais? Ah oui, C'est vraiment c'est la finance bancaire, qui fait ses magouilles habituelles. Simplement, elle essaie de reproduire c'est la même chose dans la blockchain et par contre, les développeurs dans Solana, ils ont un bon outil,
hein. La proof of history, elle est intelligente, hein. C'est un truc, ça a l'air bien foutu. OK, il y a des problèmes de jeunesse, ça se plante, ils s'arrêtent, ils repartent. Donc ça, c'est surprenant pour une si grosse blockchain qu'il y ait des problèmes comme ça. Mais bon, D'accord, donc c'est intéressant. c'est quand même un bon outil. C'est quand même, le concept, il est intéressant. Tu veux dire que la techno est bonne, puisqu'il y a un nombre de transactions par seconde qui est impressionnant, mais tu veux Oui, dire derrière, il y a pas de. C'est vraiment du venture capital, c'est vraiment injecter beaucoup d'argent et il n'y a pas assez de de décentralisation. décen il y a pas assez de décentralisation, ouais. Ouais, Il y a, beaucoup trop de comment dire? De vesting futur, épée de ouais, Damoclès dans les projets Solana. Donc moi, en fait, j'achète pas tellement les projets, Solana pour le moment. Il y a juste trop de vesting futur, c'est-à-dire, des gros comptes qui ont acheté des tas de tokens très bon marché et qui vont les mhm, vendre plus tard beaucoup plus cher au grand public, et je comprends ça parce qu'il faut bien que les projets au début, ils se financent, hein. Mais, ils sont pas tous comme ça, et chez Solana, c'est vraiment, spécifique. Il y a vraiment, beaucoup de gros comptes, qui comptent sur les petits investisseurs pour, faire leur beurre. ouais. Voilà. Par contre, ils ont une chouette armée de développeurs, donc on verra bien. Alors, ce que je te propose, comme il nous reste plus que quelques minutes, Ah ouais. c'est de finir le e-book sur la fiscalité qui est abordée en page. Allons-y. Est-ce qu'on peut Oui, rappeler d'ailleurs que le e-book oui, est bah, je accessible vais je à vais tout le monde? la oui. Il est gratuit sur le site nftbusiness.tech. Et là, vous verrez, il y a Mmh. une possibilité de mettre son email tout de suite et de recevoir le e-book gratuitement. Et il y a, Mmh. donc on l'a passé en revue avec Chantal depuis 5 lives maintenant. Ouais, c'est vrai. Et Et alors, on arrive maintenant à la page 16, fiscalité des crypto-monnaies, sur 22 pages au total. Je vais aller tout en haut pour vous montrer, à quoi ça ressemble. Donc vous pouvez le télécharger, sur le site. Tu veux bien rappeler le site, s'il te plaît? Je l'ai oui, NFT, re nftbusiness.tech, T-E-C-H. Donc ouais. nftbusiness.tech, T-E-C-H. Ouais, et je l'ai déjà mis d'ailleurs dans la description. Ouais. Il est en première ligne en haut de la description, ce sera, facile à trouver. Et alors cybersécurité, c'est fait, voilà. Rect.news, on vient d'en parler, et là maintenant parlons un peu de la fiscalité. Même si ça n'est pas notre métier et que chacun doit Ah, consulter ouais. des professionnels, voilà, il Ouais, faut le ouais, dire. Mais on a quand même une certaine expérience, et évidemment ça nous intéresse aussi pour nous en tant que, possesseurs de crypto. Donc moi je propose que, ben, tu parles de la France et de la Belgique, moi je parle de la Suisse. ouais, parce que je trouve que j'ai vécu 15 ans à Bruxelles et j'ai acheté ma première crypto quand j'étais à Bruxelles. Et je suis installé en France maintenant, mais je navigue entre les deux. Donc, je m'intéresse beaucoup à la fiscalité des deux pays. Et pour être simple et rapide, disons qu'en 2019, en France, la France a pris les devants avec une loi qui s'appelle la loi Pacte. Et donc, dès 2019, ils ont gravé dans le marbre, dans le code des impôts, que effectivement une transaction, quand on change de la crypto-monnaie en euros ou en dollars d'ailleurs, disons quand on change crypto fiat, alors on est soumis à l'impôt et on est soumis à ce qu'ils appellent la flat tax, qui est de 30%. Et c'est un taux appliqué assez basiquement quoi, sur les bénéfices, évidemment. Après, il y a un calcul qui, à mon avis, va pas être simple pour calculer ces bénéfices en crypto. Mais bon, en tout cas, c'est la règle de base. Et puis, autre règle de base, c'est de déclarer des comptes qu'on a sur des exchanges. En fait, en gros, la France considère qu'un exchange, c'est comme une banque, c'est un compte, parce que malgré tout, on envoie des euros sur son exchange au début pour acheter de la crypto. Et donc, dès qu'on envoie des euros sur un compte, bah, ça s'appelle un compte bancaire, hein, finalement. Même si les exchanges n'ont pas tellement de licence bancaire, la plupart n'ont pas de licence, à part certaines comme, tu vois, il y a des exchanges comme CoinHouse ou comme Bitpanda ou comme Binance France maintenant, qui ont un agrément qui s'appelle PSAN, donc ils sont prestataires d'actifs numériques, donc ils sont en fait agréés comme une banque, en tout cas habilités à recevoir de l'argent. Et ça, c'est la flat tax. Alors après, les gens disent, oui, mais alors si je reste en crypto-crypto, alors, c'est l'intérêt du stablecoin. Quand on veut sortir de la volatilité d'une crypto, par exemple, on a fait ses bénéfices sur Matic et on veut sortir ses bénéfices, alors on fait un swap en stablecoin. Comme ça, on reste dans l'écosystème crypto-crypto et là, on n'est pas soumis à l'impôt parce qu'on a pris ses bénéfices en stablecoin, donc en crypto-monnaie.
Ensuite, quand on va, en revanche, si on achète quelque chose, parce que tu vois, j'ai une carte de crédit Binance, donc je peux tout à fait aller au supermarché et acheter quelque chose avec ma carte Binance. Et en fait, que va faire Binance? Il va transformer mes cryptos en euros. Et en théorie, c'est un événement fiscal, ça. C'est-à-dire que tu vas transformer, même si tu achètes quelque chose, et ben en fait, tu dois le déclarer. Alors après, j'imagine que tu vas pas déclarer quand tu fais 30 euros de course, mais imaginons que tu achètes quelque chose Mais à en fait, 5 tu es 000 euros, supposé déclarer, même avec 30 € de course, tu es supposé c'est supposé. déclarer. Je crois qu'il y a, je crois pas que j'ai vu un minimum. Euh, Non, non, ouais. tu es supposé. Après, j'imagine que, comme toujours, Ouais. il y a une tolérance. Mais Mm. faites vos recherches parce que ça, même mon conseiller fiscal est en train de chercher des infos là-dessus. Pour l'instant, une fois de plus, c'est très nouveau, on est très pionnier là-dessus. Et alors en Belgique, c'est simple. En Belgique, il n'y a rien. En Belgique, le législateur ne s'est prononcé sur rien du tout. Donc, alors c'est bien pour les Belges parce qu'ils ouvrent des comptes sur des exchanges et ils ne le déclarent pas pour l'instant. Je pense que, alors, un conseiller fiscal que je suis allé voir un avocat fiscaliste, lui, il conseille de déclarer à l'administration belge quand on a ouvert un compte exchange, mais c'est juste déclaratif. Et pour l'instant, il n'y aura pas de déclaration particulière à faire. Ça va changer l'année prochaine parce que il va y avoir un règlement européen, donc il va y avoir la suite de MICA, et Mika va se prononcer sur bien plus que ça. Mika s'est déjà prononcé sur les cryptoactifs, mais Mika va se prononcer sur les NFT, sur les comptes exchange, sur la DeFi, sur les smart contracts. Enfin, ça va être un vrai cadre réglementaire qui va être important et que j'attends avec grande impatience parce que quand il y aura un cadre, alors oui, ça va être moins la fête, ça va être moins rock and roll, ça va être moins le Far West, mais tant mieux parce que au moins il y aura un cadre et on pourra proposer à plein d'entreprises, toutes les entreprises pourront aller dans la crypto avec un cadre régulé, réglementaire, et ne pas risquer d'être voué à À avoir un procès aux fesses par la suite. un procès disons, ou du bad buzz. Du bad buzz, ouais, ou un redressement fiscal. Mm. Ou un Ouais, redressement ouais. fiscal. Alors là, je voulais juste répondre à Jaja qui pose une excellente question. Je pense qu'elle parlait du nombre de développeurs. Et en fait, ça tombe bien parce que moi, je suis en train de remettre à jour ma formation Crypto Expert. 33 vidéos, 9 heures de vidéos au total. Et j'en ai déjà fait 11. C'est un boulot énorme, 11 et demi. Mais c'est vraiment énorme comme boulot. Ça me prend beaucoup, beaucoup d'heures. Mais c'est passionnant. J'adore ça. C'est un bijou, cette formation. Je l'adore. J'ai mis dedans condensé tout plein de trucs. Et donc, j'étais justement hier en train de chercher ça. Donc, je vais passer en partage d'écran. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé quelque chose de plus récent. C'est celui-là. C'est le meilleur que j'ai trouvé. Donc, le nombre de développeurs. Mais pourquoi je dis c'est le meilleur? C'est parce qu'il date du 31 décembre 2021. Il était dans le rapport de Arthur Anderson Horowitz. Et donc, on voit Ethereum est loin devant. Et ensuite, donc c'est le nombre de développeurs actifs par mois. Donc, voilà, 4000 par mois pour Ethereum et 1000 par mois pour Solana. Et ensuite, à peu près 500 par mois pour Bitcoin. Et ensuite, je pense que le plus haut, c'est Cardano, effectivement. Et NIR, c'est quelle couleur? NIR, voyons voir. NIR, il est là. Il est de cette couleur-là. Ouais, c'est un peu dur à voir. Mais je pense qu'effectivement que Cardano et NIR s'en sortent bien. Mais c'est vraiment Ethereum en premier, Solana en deuxième, Bitcoin en troisième. Si quelqu'un connaît un graphique dans ce genre-là plus récent, parce qu'il a déjà bientôt une année, vraiment, ça me rendrait un grand service. J'ai passé au moins 2 heures à chercher, j'ai pas trouvé. Je lance un appel à la communauté. Voilà, donc si vous trouvez, mettez-moi l'URL en commentaire, ça me rendra grand service. Voilà, voilà. Donc, nous parlions, pardon, de la fiscalité en France et en Belgique. Est-ce que je passe à la Ouais. suite ou bien tu as encore des choses à... Tu as parlé de la Ledger? Non, mais ouais, juste pour finir, enfin, tous les fiscalistes que j'ai vus, en fait, comme toujours, ils vous disent soit l'administration comprend que vous êtes un particulier et que vous faites ça juste de manière très occasionnelle ou que c'est un placement long terme. On appelle ça bon père de famille. Auquel cas, l'administration vous dira, OK, on a compris, vous n'avez pas tout déclaré parce que vous n'allez pas déclarer 30 euros à chaque fois.
parce que vous êtes un particulier, etc. Et mais évidemment, dès que vous commencez à faire du trading et dès qu'ils s'aperçoivent que en fait vous commencez à gagner de l'argent régulièrement avec ça, bon bah alors là vous allez basculer sur de l'imposition systématique et à des taux beaucoup plus forts. Non, Ouais. le e-book se termine après sur. Il y a un glossaire, il y a une conclusion, il y a des liens vers des sites qu'on aime bien, dont on a déjà parlé, comme je sais pas, on a parlé de Realty, il y a Cointelegraph, il y a Cryptost. Ce sont des médias qu'on consulte régulièrement. Il y a aussi Grand Angle Crypto, qui est un excellent média. Il y a Ah une ouais, moi très bonne. j'écoute tout ce qu'ils font, j'adore Grand Angle Crypto sur YouTube. Je les écoute Ouais, tous voilà, c'est des en références. vitesse 1,75, presque 2. Et c'est passionnant tout ce qu'ils font. Et leurs invités sont passionnants aussi. Et eux-mêmes, ils Ouais, posent des bonnes questions, c'est vraiment super. ouais, Euh, Là, attends, je devais encore parler de la fiscalité de la Suisse. Donc, oui, la Suisse a été un des premiers à légiférer. On peut même, dans certains endroits, on peut payer nos impôts en crypto. On peut créer une entreprise en payant les fonds propres en crypto dans certains endroits. On est supposé déclarer les cryptos qu'on a en tant que particulier. Dans la page des impôts où on met nos comptes en banque, il y a toujours une ligne avec telle banque, tel numéro de compte, tel montant au 31 décembre et combien d'intérêts on a payé. Donc il y a une ligne par banque et par monnaie évidemment, une ligne par monnaie si on a plusieurs monnaies dans la même banque. Et ben là, on rajoute une ligne Bitcoin, une ligne Ethereum, etc. Ça, c'est considéré comme des monnaies, comme si j'avais, je sais pas, des yens, des livres, voilà. ah oui, Et l'administration fiscale publie au 31 décembre la valeur, selon eux, au 31 décembre des principales crypto-monnaies. Puis pour le reste, on peut prendre sur CoinMarketCap. Et en fait, on paye très, très peu dans un cas comme ça, tant qu'on est considéré comme investisseur, bon père de famille, particulier, privé, hein, non professionnel. Eh bien, c'est l'impôt sur la fortune qui est très bas en Suisse. Donc c'est vraiment, et déjà la plupart des gens qui sont des simples salariés normaux, eh bien, ils payent pas du tout d'impôt sur la fortune parce qu'ils ont pas encore atteint le montant minimum pour, commencer à payer un impôt sur la fortune. Donc c'est très agréable dans un cas comme ça. Et puis à partir du moment où on est considéré comme professionnel, à ce moment-là, ça vient dans les revenus de l'entreprise. Voilà. très bien. Mais il y a une question intéressante ici de, Malalba. Bonjour Chantal, comment intégrer uniquement votre groupe Telegram? Alors ouais, on me demande ça des fois. Malheureusement, j'ai pas assez de temps pour accueillir des débutants dans mon groupe Telegram et je n'ai pas l'intention de faire le tri. Donc, mais il y a une règle, le groupe il est petit, c'est volontaire, et il est réservé à ceux qui ont déjà suivi la formation Crypto Expert, qui ont regardé les 33 vidéos et ensuite, s'ils ont envie, ils peuvent prendre l'abonnement supplémentaire pour le groupe privé. Donc je le garde assez petit, assez confidentiel. Quand je parle, je veux que les gens ils me comprennent, que j'ai pas besoin de réexpliquer les bases. J'ai juste pas le temps et j'ai pas envie. Et j'ai déjà donné les infos dans la formation. Et de cette manière, c'est un groupe où ben voilà, c'est assez haut niveau. Pas forcément des mots compliqués. Hein, non, j'aime pas trop les mots compliqués, mais par contre, et puis il y a aussi le fait que dans le groupe Telegram, je dis exactement ce que j'achète. Je viens d'acheter telle chose à tel prix, à tel endroit, je mets mes ordres de revente à tel prix, et cetera. Et voilà pourquoi j'achète celle-ci, pourquoi je pense qu'elle est bien et pourquoi maintenant. Et dans un petit pavé qui est lu en quelques secondes, il y a le résumé de entre 10 et 20 heures d'études de ma part que j'ai fait de cette crypto avant de décider de l'acheter. Souvent des études qui ont été faites à cheval sur plusieurs mois aussi, puisque je me mets une alarme après la distribution du vesting, c'est-à-dire après les chutes de prix. Et donc, souvent, ce sont des petites cryptos explosives. Et je veux pas de débutants dans ma formation, pardon, dans mon groupe privé, parce qu'ils n'ont pas un bon risk management. J'ai peur qu'ils fassent all-in sur un petit truc risqué. Tandis que moi, quand j'achète une petite crypto explosive, sur mon portefeuille, c'est 0,5% de mon portefeuille. Je ne fais pas des gros paris. Je fais des tas de petits paris intelligents, basés toujours sur des métriques. Hein. Moi, j'adore mettre des scores aux crypto, hein, tu me connais. Voilà, donc je veux pas ouvrir ça à des gens qui n'ont pas suivi la formation parce que j'ai pas la sécurité, de savoir qu'ils ont un bon risk management. Tandis que dans la formation, le chapitre 2, on apprend vraiment quel est notre niveau de risque, on apprend, avant de faire quoi que ce soit, à améliorer l'antivirus, un million de choses comme ça et je veux dans le groupe privé que des gens qui sont safe, tu vois? Qui ont une bonne sécurité et qui vont pas faire all-in sur une petite crypto explosive. En plus de ça, ces temps, j'achète pas grand-chose, hein, parce que j'attends de voir jusqu'où ça tombe et j'attends d'avoir les bons métriques
pour augmenter la probabilité de choisir des bébés projets qui vont survivre jusqu'à la prochaine bulle. Et donc, il faut que je vérifie, leur trésorerie, que je vérifie le code qu'ils produisent, il faut que je vérifie plein de trucs, et des choses qui, des fois, sont difficiles à obtenir comme information. Parce qu'évidemment, ils vont dire, que tout va bien, hein. Ils veulent pas que les gens arrêtent d'investir chez eux. Donc, j pour le moment, je suis très prudente avec mes investissements et ma recommandation générale, c'est le DCA sur des grosses cryptos bien solides. Les 8 grosses cryptos que je recommande dans la formation. Dans la formation, tu sais, il y a 8 grosses cryptos que je recommande et je recommande de mettre 10% dans chacune. Donc comme ça, on a 80% du capital qui est super solide et puis on prend des risques seulement avec 20% du capital. C'est ça que, voilà. Et en ce moment, franchement, moi, je leur dis surtout, restez sur les grosses, restez prudents, faites du DCA étalé sur une longue période. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais par contre, on sait que les prix sont bas et que ceux qui achètent maintenant, ils feront des bonnes affaires. Il suffit de patienter. Ouais, c'est certain, Yes. ça c'est garanti. C'est même incroyable. On reparlera de cette période dans 1 an et demi et on Ouais. se dira, mais comment on a pu acheter du Bitcoin à 16 000 dollars? C'est incroyable. Mais quelle chance on a eu d'en Exactement. avoir assez. Ouais. Ouais. Bon. Alors, attends, il y a quelques questions intéressantes Allez. là quand même. Oui. Bonjour, que pensez-vous de XRP et XLM? Toutes les deux postulent pour faire des CBDC, donc des cryptos de banque centrale, ouais, des cryptos de banque centrale non décentralisés, liberticides. J'aime beaucoup plus XLM, donc Stellar Lumens, que XRP Ripple. Donc XRP s'appelait anciennement Ripple et a été émis par la société Ripple. Pourquoi XLM, je le préfère? Parce qu'ils ont fait plein de petits projets avec des ONG pour aller aider dans les pays en voie de développement, etc. Donc, ils ont vraiment un mindset beaucoup plus positif. Et XRP ne m'intéresse pas tellement. C'est pas le genre de choses que j'aime. Voilà. Et voilà. Et là, on a quoi? Je vais donc suivre la formation. Je suis dans un pays où la crypto est considérée comme une arnaque, bien que j'ai une bonne avance. Bien, bravo. Ben, ça veut dire que Malalba est quelqu'un de courageux. Félicitations. Et un jour, eh bien, ce sera les pionniers qu'on admire, hein. C'est justement ce genre de choses. Voilà, Ouais. qu'est-ce qu'on a Rappelons que là? la crypto est Dans les encore signaux, considérée comme une arnaque. Enfin, dans rappelons pas que la mal de crypto est pays, hein. considérée par une arnaque par la Banque centrale européenne. Ouais, ils ont sorti un truc là, ils ont sorti un article, mais c'est complètement dingue. C'est très drôle même. Ah oui. Dans les signaux, c'est noté le pourcent max de portefeuille à mettre, les TP, stop loss, enfin bon, les arguments sont moyens, mais c'est normal, il faut payer, business is business. OK, qu'est-ce qu'on a là? L'impôt sur la fortune, c'est à partir de 50 000 que l'on paye les impôts en Suisse. En dessous, tu es pas obligé de le déclarer. Je sais plus si c'est 50 000 ou 100 000, mais ouais, c'est quelque chose comme ça, tu as raison. Voilà, Alexis. Alors, moi, j'ai un coup de cœur. C'est pas une pépite. Je sais pas du tout si le prix va monter, mais moi, j'en achète de temps en temps. C'est Watchdo, WDO. C'est un petit projet que je soutiens parce que je veux que les gens puissent s'entraider en vidéo. Et on va dire le meneur du projet, Stéphane Donat, je pense c'est quelqu'un de solide, qui paye de sa poche, de son temps, de son énergie depuis longtemps, et je pense qu'il va réussir son projet. Et la version anglaise va bientôt sortir, et je pense que ouais, la crypto Watchdo, elle pourrait réussir ou pas, je n'en sais rien. C'est pas une pépite explosive, c'est un coup de cœur. Et mais évidemment, elle a aussi un potentiel explosif parce qu'elle est absolument minuscule, hein. Mais c'est à considérer un peu comme on achèterait des fleurs. On sait que c'est on sait que c'est périssable et on sait que ça peut aller à zéro. Mais en même temps, ça fait grand plaisir d'acheter ça parce que ce qu'ils sont en train de développer, eh bien, je veux pouvoir l'utiliser. Je veux que ma maman puisse l'utiliser et je veux que tout le monde puisse s'entraider en vidéo. Voilà. Voilà. Donc, je crois que c'est tout bon. Je crois qu'on a épuisé la liste des questions. Voilà. Benjamin, on a fait le tour, on a fini le document. Ouais. Tu sais, peut-être un jour, on peut se refaire une série comme ça, non pas sur la finance décentralisée, mais sur les NFT, vu que toi, tu Oui, c'est ce que produis j'allais des te NFT. proposer. Si tu Il y a veux, on plein peut de parler de ça. choses que je voudrais apprendre de toi. Ouais. C'est mon autre Magnifique. dada, ça. C'est mon dada. Excellent. Donc, abordons ça si tu veux le prochain live. Si tu veux, on donnera la date. On va se fixer une date ensemble tout à l'heure.
Ouais, et on donnera la date et on abordera les NFT. On pourra aborder l'actualité, la DeFi, peut-être l'actualité DeFi et puis les NFT. ça marche. Allez, Magnifique. Eh bien, merci beaucoup Benjamin. Merci merci à toi. à tous ceux qui sont, avec nous en ce moment et je vous souhaite, une très bonne continuation et à tout bientôt. Au revoir. Au revoir, bye bye.